Le pont du Coladrias baignait dans un silence pesant, presque sacré. L'air vibrait d'une tension sourde, tissée de fatigue, de peur, et de la lassitude d'une guerre qui ne voulait pas se finir. Le capitaine Cyril Stevenson se tenait droit au centre du pont, immobile, les bras croisés, le regard rivé à la lumière bleutée du terminal. Son visage, ravagé par l'insomnie et la responsabilité, se reflétait en fragments sur la vitre du console, zébré par les interférences d'une transmission mourante. Il se tourna vers Ensign Carrie Menzies, la jeune officier radio, et sa voix, rauque et basse, fendit le silence. « Reprenez-le, fit-il. » Menzies acquiesça d'un geste fébrile. Ses doigts, rendus maladroits par la nervosité, glissèrent sur les fréquences, ajustant patiemment les curseurs dans l'espoir de ressusciter la voix éteinte. Un bruit parasite crépita. Puis, à travers la neige électronique, une voix étranglée s'échappa. Des mots brisés, déformés, mais dont la détresse transperçait chaque syllabe. « S'il vous plaît, quelqu'un. Il nous tue. On meurt. » Un frisson parcourut le pont. Lieutenant Lipureo, le navigateur, se pencha sur sa console, les sourcils froncés. « Origine. Arendor, annonça-t-il, espace carélien. Ce monde est assiégé depuis des mois. Varaka. » Les dernières infos disaient que leur grille de défense était à terre. Cyrine fixa la carte holographique. Sur l'écran, Arendor pulsait faiblement, perdu dans l'obscurité interstellaire. Autour de lui, les membres d'équipage retenaient leur souffle, comme si le moindre bruit risquait d'éteindre la voix mourante. « Et les relais de l'Union de la Terre » demanda-t-il à Menzies. Elle secoua la tête, abattue. « Réseau mort. Plus rien ne passe. On est hors de portée du cœur des mondes. » Cyril laissa échapper un souffle. Sa voix n'était plus qu'un murmure, chargé d'un chagrin résigné. La Terre a déjà oublié que cet endroit existe. Sur le pont, chacun se mouvait avec lenteur, précaution, comme dans un sanctuaire. Le Coladrias, jadis navire hôpital, errait désormais de système mort en système mort, son blindage rafistolé, son dessein perdu. L'équipage mangeait en silence, réparait ce qu'il pouvait et tentait, chaque jour, de se rappeler le goût de l'espoir. Le terminal grésilla à nouveau, mais la voix s'était éteinte, laissant place à un silence plus lourd encore. Cyril s'approcha du micro, la mâchoire serrée, les yeux cernés par la fatigue. « Ici le capitaine Cyril Stevenson du vaisseau humain Coladrias. Nous vous entendons, dit-il, sa voix douce mais tranchante. Les mots flottèrent dans l'air, suspendus. Le pont entier retint son souffle, attendant une réponse qui ne vint jamais. Lee brisa finalement le silence, sa voix empreinte d'une hésitation professionnelle. « Capitaine, Arendor est sous quarantaine martiale. Nous n'avons aucune autorisation d'intervenir. » Cyril détourna lentement les yeux, sans colère. « Le protocole ne saigne pas, » répondit-il simplement. Il relança la transmission. L'image floue s'anima à nouveau sur le terminal. Des visages pâles, déformés par la peur, des cris étouffés, la supplication gravée dans chaque trait. La détresse était palpable, presque physique. Cyril se redressa, la voix grave, portée par une certitude tranquille. « Je n'obligerai personne à participer, mais s'il reste quelqu'un de vivant là-bas, il a besoin d'aide, et nous pouvons être cette aide. » Un silence épais s'abattit. Les regards se croisèrent. Incertains, puis, un à un, les membres d'équipage reprirent leur poste, sans un mot. L'accord muet, tissé d'épuisement et de détermination, passa d'un visage à l'autre. Cyril esquissa un sourire discret, fatigué, mais réel. « Cap sur Arendor », ordonna-t-il. Les moteurs du Coladrias grondèrent, brisant l'immobilité du vaisseau. Lentement, mais résolument, la coque meurtrie fendit l'obscurité, traçant sa route vers un monde en flammes. Dans le vacarme sourd de l'accélération, nul ne prononça un mot. Pourtant, tous savaient que ce qui les attendait sur Arendor changerait à jamais le destin du Coladrias, et peut-être bien de l'humanité elle-même. 4 jours.
4 jours de silence tendu, où chaque respiration semblait faire écho dans les coursives du Coladrias. Chaque heure se traînait, pesante, comme si le temps lui-même jugeait l'équipage pour ce qu'ils allaient découvrir, ou pour ce qu'ils ne pourraient jamais sauver. La vie à bord s'était rétrécie à un balai de gestes économes, de regards évités, de nuits sans sommeil. Dans la soute, la docteure Léa Bamber travaillait sans relâche, métamorphosant chaque mètre carré de l'espace cargo en salle de triage de fortune. Elle déplaçait les caisses, improvisait des cloisons, installait les vieilles civières à même le sol. Son visage, habituellement calme, s'était durci d'une détermination farouche. Elle passait ses journées à vérifier et revérifier ses stocks. Compresses, sédatifs, sang synthétique. Elle savait que rien ne serait suffisant. Menzies, quant à elle, ne dormait presque plus. Chaque nuit, elle s'installait devant le terminal, casque vissé sur les oreilles, à traquer le moindre fragment, le moindre écho du message de détresse qui avait tout déclenché. Ses yeux rougis témoignaient de ses veilles, et parfois, dans l'obscurité du pont désert, elle murmurait à voix basse comme pour conjurer le silence. Une nuit, alors que les autres dormaient, elle s'approcha de Cyrane, restée seule à contempler la voûte étoilée par la vitre panoramique. « Et si on arrive trop tard ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Cyrane tourna la tête vers elle, son visage creusé par la fatigue, mais son regard d'une douceur étrange. « Alors on aura été les seuls à essayer, » répondit-il simplement. La phrase resta suspendue entre eux, aussi lourde qu'une promesse. Lorsque le Coladrias sortit du seau dans le système d'Arendor, ce fut comme entrer dans un tombeau. Le silence fut rompu par des alarmes discrètes, tandis que la coque du vaisseau grésillait contre les micro-débris. Sur les écrans, l'orbite d'Arendor n'était plus qu'un cimetière de vaisseaux brisés, des coques éventrées, flottant entre les ombres. Partout, des débris dérivantes, éteints, stériles, témoins muets d'une bataille perdue d'avance. La planète elle-même était méconnaissable. D'énormes cicatrices marbraient la surface, des panaches de fumée s'élevaient, là où les bombardements continuaient de tomber, indifférents. Les nuages étaient tachés de rouge, et les océans, bouillis jusqu'à la brume, ne reflétaient plus la lumière d'aucun soleil. Sur le pont, le silence était plus épais encore. D'Essaï, l'officier tactique s'approcha de Cyrane, la voix basse comme s'il craignait de réveiller les fantômes qui rôdaient dehors. « On dirait que quelqu'un a voulu effacer ce monde de la mémoire, » murmura-t-il. Menzies, blême, détourna les yeux de l'écran. Lee pianotait nerveusement sur sa console, tentant d'analyser les trajectoires des épaves pour éviter une collision fatale. Le Coladrias avançait à vitesse réduite, chaque vibration du blindage résonnant dans les entrailles du vaisseau. Un signal, brutal, faucha le silence. Sur les haut-parleurs, une voix froide, autoritaire, s'imposa. « Ici le commandement de défense carélien. Coladrias, vous entrez dans une zone de combat. Joignez-vous immédiatement à la grille d'assaut, où vous serez considéré comme hostile. » Le ton ne laissait place à aucun doute. C'était un ordre, pas une invitation. Cyrane hésita à peine. Il ouvrit la ligne, sa voix calme, posée. « Nous ne sommes pas ici pour votre guerre, » dit-il. « Nous sommes venus aider ceux qui en ont besoin. » Un instant de silence, puis la réponse tomba, glaciale, inhumaine. « Il n'y a plus d'innocents sur Arendor. » Cyrine coupa la communication d'un geste sec. Le pont fut à nouveau noyé de cette lumière rouge venue d'en bas, peignant chaque visage d'un masque de sang. Nul n'osa rompre le silence. Cyrane resta un moment immobile, puis se tourna vers l'équipage, la voix ferme. « Préparez-vous à la descente. » Lee hésita, sa main suspendue au-dessus des commandes. « Capitaine, si on atterrit là-bas… » Cyrane lui adressa un regard apaisant, mais sans équivoque. « Je sais, Lee, mais il y a des vivants là-dessous. Et ça, c'est une raison suffisante. » Un à un, chacun retrouva son poste. Dessaï vérifia les boucliers. Thomas s'installa à la barre, les mains déjà moites. Menzies bascula les canaux sur la fréquence d'urgence, la gorge serrée. Dans la soute, la Drébamber attacha les chariots médicaux, ajusta les sangles et prépara les équipes d'intervention. Le Coladrias plongea vers la planète.
Aussitôt, la coque gronda, secouée par l'atmosphère empoisonnée et les courants thermiques. Les alarmes retentirent et s'amminent. Les consoles clignotèrent de rouge. Les mains de Thomas tremblaient sur les commandes. Les moteurs peinaient, poussant des râles rauques, comme s'ils expiraient de la poussière et du métal rouillé. Les moteurs respirent la rouille, grogna Desai, les yeux rivés sur les jauges. La gravité tira sur la structure du vaisseau, faisant gémir chaque rivet. Les flammes léchaient les hublots, transformant la lumière en un enfer mouvant. Le Coladrias vibrait de toute sa carcasse, chaque secousse faisant craindre l'explosion. Dans le cockpit, Sirhan se pencha vers Thomas, posant une main rassurante sur son épaule. « Tiens bon, on y est presque, » murmura-t-il. La planète n'était plus qu'un rideau de feu et de cendres. La visibilité tombait à zéro, les senseurs aveuglés par la chaleur et la poussière. Thomas serra les dents, luttant contre la panique. Un choc sourd fit trembler le plancher. Les rétrofusées rugirent, les verrières vibrèrent. « Attention à l'impact !» cria Lee. Un dernier soubresaut, puis le Coladrias s'écrasa au sol, brutalement. Les sangles cédèrent, les caisses glissèrent. Un pan de cloison s'effondra dans la soute. L'air fut saturé de poussière, de chaleur, de l'odeur âcre du métal brûlé. Pendant un instant, personne ne bougea. Chaque cœur battait à tout rompre. À l'extérieur, le monde n'était plus qu'un brouillard de flammes et de décombres. Le silence, lourd, n'était troublé que par le souffle irrégulier des moteurs qui s'éteignaient et par les lueurs rouges qui dansaient sur les visages des survivants. Quelque part, derrière le rideau de cendres et de peur, la détresse humaine attendait encore une main tendue, ou la faim. Et sur le pont du Coladrias, aucun regard n'osa fuir la réalité de ce choix. La rampe du Coladrias s'abaissa dans un grincement, ouvrant la coque du vaisseau à la tempête de feu qui ravageait Arendor. La chaleur frappa l'équipage comme une vague. L'air était saturé de fumée, de cendres et de l'odeur entêtante du métal brûlé. Au dehors, la guerre ne laissait aucun répit. Des détonations secouaient que le sol, des cris se mêlaient aux grondements lointains des bombardements. Sirhan sentit la sueur perler sous son uniforme, mais il ne broncha pas. La Drubamber courait déjà, dirigeant les brancardiers dans la soute transformée en infirmerie improvisée. Les tables d'auscultation s'alignaient près de l'écoutille est, des draps déployés sur les caisses, les instruments chirurgicaux étincelant sous la lumière trouble. « L'infirmerie est prête !» cria-t-elle, couverte de poussière. « On commence le triage près de la trappe est. Faites-le !» ordonna Sirhan. « Et gardez les blessés séparés, jusqu'à ce qu'on sache qui tire sur qui. » Il n'y avait pas de temps à perdre. Déjà, des silhouettes surgissaient du brouillard rouge, titubant vers le Coladrias. Des soldats scaréliens, hagards, les uniformes déchirés et les armes pendantes. Derrière eux, des civils couraient, certains portant des enfants, d'autres traînant des sacs ou des blessés. Mensis fut la première à réagir, s'élançant vers une fillette couverte de suie, les yeux écarquillés par la terreur. « Viens », murmura-t-elle, prenant la petite dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant. » À l'arrière du groupe, deux hommes peinaient à traîner une masse lourde. Un jeune Varys, sa carapace zébrée de sang, haletant, les yeux luisants d'une peur animale. À peine eurent-ils atteint la rampe qu'un soldat carélien s'interposa, le regard haineux. « C'est un des leurs, » cracha-t-il. « Laissez-le mourir. » Sirhan s'agenouilla sans hésiter, posant une main douce sur la blessure du Varys. L'alien tremblait de douleur, mais ne détourna pas les yeux. « Si on commence à décider qui mérite de vivre, on n'était rien de plus qu'une arme de plus dans cette guerre, » dit Sirhan, sa voix calme couvrant la cacophonie extérieure. Le soldat serra les poings, les muscles tendus, prêt à bondir. Mais Ciri ne bougea pas, son regard planté dans celui du militaire. « Le tuer ne mettra pas fin à cette guerre, » ajouta-t-il. Un silence tendu s'installa, brisé seulement par les râles du blessé. Finalement, le soldat détourna les yeux. Sirhan souleva le varic,
les dents à se hisser vers la Dreux-Bamber, qui attendait, les gants déjà ensanglantés. Un éclair de gratitude passa dans le regard de l'alien, presque imperceptible. Mais Cyrine le sentit. Dessay, posté à la porte, observa la scène, la mâchoire crispée. « On va le payer cher, capitaine », souffla-t-il. « Peut-être, » répondit Cyrine sans quitter l'alien des yeux. « Mais je préfère payer pour avoir sauvé des vies, plutôt que pour les avoir ignorées. » Dans la soute, le chaos régnait. Caréliens et Variques, ennemis d'hier, gisaient côte à côte sur les civières, tous saignant du même air vicié. Les membres de l'équipage couraient, bandage à la main, cherchant à sauver ce qui pouvait encore l'être. Les réserves médicales s'amenuisaient à vue d'œil. Chaque explosion dehors faisait vibrer la coque, rappelant la précarité de leur abri. Un homme, le visage couvert de cendres, attrapa Cirin par la manche. « C'est la terre qui vous envoie ?» demanda-t-il, l'espoir perçant dans sa voix éraillée. Cirin secoua doucement la tête. « La terre ne sait même pas que vous existez encore, » répondit-il. « Mais elle le saura bientôt. » Un silence gêné suivit, puis l'homme s'effondra en sanglots, serrant la main de Cirin comme une bouée de sauvetage. À l'extérieur, des drones de l'Alliance planaient, leurs optiques rouges scrutant la scène comme des vautours mécaniques. Lee, posté à la surveillance, sursauta lorsqu'un nouveau message percuta les ondes. « Nouvelle sommation du commandement, capitaine », annonça-t-il. « Ils exigent qu'on évacue immédiatement ou qu'on prenne part au combat. » Cirin serra les dents, observant le balai mortel des drones à travers la verrière. « On n'a pas à leur obéir, » répondit-il d'une voix ferme. « C'est peut-être leur monde, mais nous, on répond toujours à la terre. » Dessay s'approcha à pas feutrés, jetant un coup d'œil vers la baie médicale saturée de blessés. « L'équipage a peur, capitaine. On est en train de se peindre une cible sur le dos. » Cirin contempla un instant la scène. Mensis rassurant un enfant, la Dreux-Bamber recousant un varice, des soldats caréliens soignant des civils. Il inspira profondément. « Si on doit tomber, alors qu'on le fasse pour quelque chose qui compte, » murmura-t-il. Le ton de Cyrine n'admettait aucune réplique. Sur la rampe, la lumière des explosions dansait sur les visages épuisés. Mais dans ce chaos, pour un instant, le Coladrias demeura un refuge, fragile mais réel, où la vie importait encore. Tandis que dehors la guerre grondait, chacun savait que la prochaine décision serait celle qui changerait tout. Le souffle du destin planait dans l'air, aussi lourd que la poussière et la peur. Rien n'était encore joué. La nuit était tombée sur Arendor, engloutissant les ruines dans un halo rougeoyant. Le ciel semblait brûler, zébré par les traînées de navires de combat et les reflets des incendies. Le Coladrias, silhouette cabossée mais obstinée, demeurait au milieu des décombres, ultime refuge pour ceux que la guerre avait laissés derrière elle. Les moteurs étaient éteints, les rampes baissées, mais la lumière des projecteurs découpait encore le chaos alentour, refusant de céder à l'obscurité totale. À l'intérieur de la baie médicale, la docteure Zlea Bamber s'affairait auprès du jeune Varique. Il respirait difficilement, la peau couverte d'éraflures et de brûlures, mais ses yeux suivaient chaque geste de la médecin. Bamber vérifia la perfusion, remonta la couverture de survie et posa 2 doigts sur la carapace de l'alien, près du cœur. Une pulsation faible, mais régulière. Elle poussa un soupir soulagé. « Il s'accroche », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la semi-obscurité. Cyrine, qui observait depuis l'entrée, acquiesça d'un signe de tête. Les traits tirés, il s'approcha, s'arrêtant à la limite de la lumière. « C'est bien, » murmura-t-il, « il le mérite. » Bamber leva les yeux vers lui, une lueur d'inquiétude au fond du regard. « Tu crois que le commandement finira par envoyer des renforts ?» demanda-t-elle à voix basse. Cirin détourna le regard, fixant un instant le plafond fissuré. Il ne répondit pas. L'espoir était un luxe qu'il ne pouvait plus offrir. Au dehors, l'équipage du Coladrias s'activait dans la nuit. Entre les carcasses calcinées et les gravats, il fouillait les ruines à la recherche de provisions, d'eau, de quoi tenir encore un peu.
Lee menait un groupe vers un entrepôt effondré, distribuant les tâches à voix basse, planifiant chaque sortie avec la précision d'un chirurgien. Manses, la radio vissée à l'oreille, s'agenouillait près d'une fillette blessée, nettoyant la plaie de son bras avec des gestes lents. « Ça va piquer un peu », expliqua-t-elle doucement. La petite serra les dents, mais ne pleura pas. Manses lui banda le bras, lui glissa un sourire fatigué, puis repartit déjà vers un autre cri, un autre appel. Sirin, lui, s'était joint aux équipes de sauvetage. Il aidait à dégager les gravats d'une ruelle, épaulant 2 Caréliens pour soulever une poutre effondrée. Plus loin, il s'arrêta près d'une femme assise dans la poussière, le corps courbé sur un petit garçon inerte. La mère serrait l'enfant contre elle, les yeux perdus dans le vide. Sirin s'agenouilla, posa une main légère sur son épaule. « Comment cette guerre a-t-elle commencé » demanda-t-il, la voix douce. La femme releva lentement la tête, le visage couvert de larmes et de cendres. « Je ne m'en souviens pas, » répondit-elle d'un ton plat. « Je ne sais même pas si je l'ai jamais su. » Sirin chercha dans sa poche une barre de ration, la glissa dans la main de la mère. « Tenez, mangez un peu. » Elle ne répondit rien, mais referma ses doigts sur le paquet, comme sur un talisman. Sirin se releva, le cœur serré, et continua sa route, passant de blessé en blessé, distribuant paroles et gestes rassurants, même s'il doutait que l'espoir ait encore un sens ici. Au-dessus de leur tête, des navires ennemis traversaient la nuit en silence, leurs projecteurs balayant les ruines. Parfois, une rafale illuminait le ciel, et les ombres se tassaient contre les murs effondrés, craignant la prochaine frappe. Le Coladrias, ses lumières vacillantes, paraissait minuscule face à la violence du monde extérieur. Dessaï rejoignit Cyrine près d'une colonne brisée, essuyant la sueur de son front. Il jeta un regard inquiet vers le ciel rouge. « On est des fantômes, capitaine, des spectres dans leur guerre, » souffla-t-il. Sirin leva les yeux vers les lueurs mouvantes, les traits figés dans une expression de fatigue têtue. « Alors, hantons les bonnes personnes, » répondit-il sans hésiter. Ils restèrent là un moment, côte à côte, scrutant l'horizon en flammes. 2 hommes, un vieux vaisseau, et la dernière veille sur un monde à l'agonie. Autour d'eux, l'équipage continuait d'œuvrer, ignorant la peur, la lassitude et la certitude que la nuit ne leur offrirait aucun répit. Loin, très loin, une explosion fit vibrer le sol. Sirin sentit la détermination de son équipage, la fragilité de ceux qu'il tentait de sauver. Il savait que la nuit ne serait pas la dernière, ni la plus dure. Pourtant, tant qu'il tiendrait, tant qu'il resterait, il y aurait une raison d'espérer, même si ce n'était qu'un espoir minuscule, têtu, qui refusait de mourir dans l'ombre d'Arendor. Et tandis que la nuit étendait son voile sur les ruines, la lumière du Coladrias persistait, fragile défi lancé à l'oubli. Dans la chaleur des flammes, quelque chose se préparait, un choix, ou peut-être un miracle, qui attendait encore son heure. Les jours s'effaçaient dans la lumière grise d'Arendor, rythmés par les alarmes et la fatigue. Survolant les ruines, le Coladrias planait tel un fantôme têtu, sa coque meurtrie suspendue entre ciel et cendres. L'équipage, harassé, n'avait pourtant rien perdu de sa détermination. Les menaces du commandement de l'Alliance pleuvaient, inlassables, sur les canaux. Sirin les effaçait une à une, sans même lever les yeux. Un soir, Lee brisa le silence du poste de pilotage, sa voix rauque d'épuisement. « Toujours rien à leur répondre, capitaine ?» Sirin s'appuya contre la console, le regard perdu dans la pénombre. « Ils ont déjà trop parlé, Lee. On n'a pas les armes pour leur bataille. Ce qu'on a, c'est la visibilité. S'ils ouvrent le feu sur nous maintenant, personne ne pourra étouffer l'affaire. Et on n'abandonne pas ceux qui ont besoin de nous. » Il effaça le dernier message du commandement, laissant sur l'écran un vide plus éloquent que toutes les menaces. À la frontière, la légende du Coladrias se répandait. On murmurait son nom dans les colonies assiégées, dans les campements de fortune et même parmi les soldats des 2 camps. Un vaisseau humain, disait-on, défiant les ordres, recueillant Caréliens et Varys, bravant les tirs et la colère des puissants. Certains le traitaient de renégat,
de menaces à l'ordre établi. Mais aucun croiseur n'osait attaquer, peut-être par crainte de ce qu'il représentait, peut-être par respect. À l'infirmerie, la docteure Bamber ne comptait plus les corps. Les civières débordaient, Caréliens et Variques côte à côte, tous trop faibles pour se souvenir de leur haine. De près, les Variques paraissaient étranges, leurs membres multiples, leurs yeux d'ambre, mais leur sang coulait rouge, leurs cris étaient familiers. Bamber recousait, soignait, cajolait, sa voix grave couvrant la rumeur de la guerre. Dans les couloirs, Desai et Menzies revenaient chargés de pièces détachées, d'aliments, de batteries arrachées aux carcasses de vaisseaux. Ils colmataient les brèches, remplaçant les filtres, prolongeant la survie du Coladrias à force de ruse et d'obstination. Parfois, ils riaient, un rire bref, tendu, comme pour chasser l'ombre de la peur. Un soir, Thomas, le pilote, s'agenouilla devant un jeune Varique au bras blessé. Il sortit une bande de gaz, la tendit à l'alien, avec un sourire fatigué. « Tu dois serrer », expliqua-t-il, « pas pour arrêter le sang, juste pour rappeler au corps de rester entier. » Le garçon Varique, hésitant, tenta de reproduire le geste, ses doigts maladroits sur la gaz. « Pourquoi tu m'aides » demanda-t-il, la voix rauque d'incompréhension. Thomas haussa les épaules. « Tu es trop jeune pour haïr, autant apprendre quelque chose d'utile. » Sirin, qui passait dans le couloir, s'arrêta un instant. Il observa la scène, et pour la première fois depuis des jours, sentit une tension s'effacer en lui. Un souffle d'espoir, fragile, mais réel. Dans la salle des communications, Menzies travaillait sans relâche. Elle enregistrait des voix, caréliennes, varices, civiles. Elle captait leurs témoignages, leurs adieux, leurs prières, les sauvegardant dans les disques du Coladrias. Cyrine entra, posa une main sur l'épaule de Menzies. « Garde-les toutes » demanda-t-il. « Personne ne devrait mourir sans être entendu. » Menzies hocha la tête, les yeux brillants de fatigue et d'émotion. Le soir venu, l'équipage se rassembla dans la soute, autour de la carte holographique dressée par Bamber. Les points rouges clignotaient, marquant les hameaux, les abris, les signaux de détresse. Sur chaque point, une voix, une demande, une supplique. Lee, penché sur la carte, soupira. Toujours les mêmes mots. À chaque fois. Sirin, debout face à tous, répondit sans hésiter. Alors, c'est ce qu'on leur offrira. Les missions s'enchaînèrent. Improvisées, mais efficaces. Desai brouillait les capteurs ennemis avec de faux signaux. Lee planifiait les vols à basse altitude. Menzies filtrait les appels pour éviter les pièges. Parfois, ils utilisaient des épaves comme couverture, disparaissant dans les nuages de cendres pour réapparaître près d'un abri, arrachant quelques survivants de plus à la guerre. Le Coladrias devint plus qu'un vaisseau. Il était une idée, un murmure qui franchissait les lignes ennemies, une promesse que la compassion pouvait encore survivre à la folie des hommes. À bord, la fatigue creusait les visages, mais chaque vie sauvée, chaque voix enregistrée, chaque main tendue rappelait à l'équipage pourquoi ils tenaient. Dans la pénombre du pont, Cyrine contemplait la planète blessée par la verrière fissurée. Il savait que le Coladrias ne tiendrait pas éternellement, que les réserves s'épuisaient, que l'Alliance finirait par frapper. Mais il savait aussi que quelque part dans l'obscurité, le courage et la mémoire forgeaient déjà autre chose, une trace que personne ne pourrait effacer. Et tandis que le vaisseau glissait, invisible, entre les patrouilles, un nouvel appel résonna dans la radio, porteur d'une détresse familière. Sirin échangea un regard avec Menzies, puis hocha la tête. Une mission de plus, un choix de plus, pour prouver qu'au milieu de la guerre, l'humanité pouvait encore s'inventer un autre destin. La légende du Coladrias circulait désormais comme une onde sous la surface de la galaxie, se faufilant de relais en relais, porté par la peur, la curiosité ou l'espoir. Dans les mines orbitales, les avant-postes isolés, jusque dans les tranchées ennemies, des voix racontaient l'histoire d'un vaisseau humain qui refusait de tuer, qui recueillait blessés et fugitifs, qui défiait tous les ordres.
On murmurait que son équipage sauvait sans poser de questions, que sur leur passerelle, on ne connaissait ni race, ni uniforme, ni passé. Certains y voyaient une folie, d'autres un miracle. Pourtant, à bord du Coladrias, la rumeur n'était qu'un souffle lointain. L'équipage ne vivait que d'urgence, de sommeil arraché, de repas froids et de gestes mécaniques. Ils réparaient, soignaient, improvisaient, insensibles aux murmures qui, pourtant, grandissaient à chaque rotation des satellites. Une nuit, alors que la baie médicale s'était enfin vidée de ses blessés pour quelques heures, la Drabomber s'assit près d'un des vieux terminaux. Elle écouta, bouche bée, une série de transmissions captées par Mensis. Des voix inconnues, caréliennes, Varys, même des soldats de l'Alliance qui narraient tous la même histoire. Un vaisseau qui avait choisi la désobéissance, la compassion, l'impossible. La Drabomber se tourna vers Cyrine, qui passait la tête par l'embrasure de la porte, épuisé mais curieux. « Il parle de nous », constata-t-elle, l'air mi-amusé, mi-incrédule. Cyrine secoua la tête, un sourire fatigué sur les lèvres. « Non, répondit-il. Il parle de ce qui arrive quand quelqu'un arrête de suivre la norme. » Bomber haussa les épaules, pensif. « C'est rare, capitaine. » Cyrine planta son regard dans le sien, une étincelle étrange au fond des yeux. Peut-être qu'il est temps que ça devienne courant. Ils échangèrent un silence complice, puis chacun retourna à ses tâches. Sur le Coladrias, il n'y avait jamais de vraie nuit, seulement des veilles plus calmes où le bourdonnement des machines couvrait les cauchemars. Au matin, l'épuisement était visible sur chaque visage. Desai se frottait les yeux en consultant les réserves. Thomas remettait en état les rétropropulseurs, avec des pièces trouvées sur 3 épaves différentes. Mensis vérifiait la pile de messages, à moitié effacée. Lee planifiait la prochaine trajectoire pour éviter les patrouilles. La routine du miracle, disait-on en plaisantant. Cyrine s'arrêta devant la baie d'observation, contemplant les ruines d'Arendor qui s'éloignaient lentement. Il posa une main sur la vitre, y cherchant peut-être la trace de toutes ces vies croisées, perdues ou sauvées. « On n'est pas des soldats, ici, murmura-t-il. On est des témoins. » Mensis s'approcha, silencieuse, et contempla avec lui l'horizon de cendres. Dans l'ombre du Coladrias, les cris de la planète s'estompèrent, remplacés par le bruit assourdi de l'espoir. Le vaisseau s'effaça dans la nuit, ombre glissant sur les cendres d'un monde qui avait oublié pourquoi il saignait. Les moteurs vibraient à peine. Le silence était presque total. Personne ne parlait, mais tous sentaient le poids de ce qu'ils venaient d'accomplir. À la fin de la 2e semaine, le nom du Coladrias était sur toutes les lèvres. Dans les relais clandestins, les marchés noirs, jusque dans les salles de commandement, on évoquait ce vaisseau fantôme. Des mineurs échangeaient des récits de sauvetage. Des familles montraient des objets rapportés du Coladrias, comme des talismans. Même parmi les rangs ennemis, des jeunes soldats refusaient de tirer sur un navire dont la légende devenait plus forte que les ordres. Sur le Ravager, vaisseau amiral carélien, la rumeur avait atteint le cœur du pouvoir. Lord Thalen, silhouette raide dans la lumière froide de la passerelle, écoutait ses officiers égrener les nouvelles, la mâchoire serrée. « De plus en plus de soldats se déposent que les armes, » rapporta un capitaine. « Certains refusent de tirer sur le Coladrias. D'autres aident même les blessés ennemis. » Un silence gênant tomba. À la table de commandement, le général Rowe se pencha en avant, défiant Thalen du regard. « Sauver des vies n'est pas une trahison, » lança-t-il, la voix posée mais déterminée. Thalen le fusilla du regard, ses traits figés dans une colère froide. « Silence, général, préparez les escadrons de frappe. » « Je veux ce vaisseau humain éliminé, » ordonna-t-il d'un ton glacial. Les officiers s'agitèrent, notant les ordres. Mais sous le vernis de la discipline, certains s'hésitaient. Beaucoup n'obéissaient plus que parce qu'ils ne savaient pas faire autrement, parce que la peur du chaos était plus forte que la tentation de l'espoir. Pourtant, le doute était là, insidieux, prêt à saper les fondations du commandement. Sur le Coladrias, la routine reprenait. Dans la salle des communications, Mensis captait de nouveaux appels, des voix pressées, effrayées, qui demandaient de l'aide, de la lumière, un signe que la guerre n'était pas tout.
Bamber compilait les témoignages. Cyrine validait les plans de sauvetage. Chacun connaissait le risque. Mais tous s'accrochaient à ce frémissement de légende qui, pour la première fois depuis des années, leur faisait croire qu'il pouvait changer quelque chose. Un soir, alors que le vaisseau filait dans l'ombre, Lee repéra un croiseur carélien sur les senseurs. L'équipage se tendit, prêt à la fuite ou à la manœuvre. Mais le croiseur resta à distance, ses armes silencieuses, ses projecteurs éteints. Sur le canal ouvert, une voix s'éleva, hésitante. « Coladrias. Merci. » Le message fut court, vite brouillé par le bruit blanc. Mais il fit le tour du vaisseau, en un rien de temps. Desai sourit, Thomas relâcha son souffle. Mensis essuya une larme. Le Coladrias poursuivit sa route. Une ombre de plus dans la nuit, porteur d'un espoir fragile, d'une défiance douce d'une histoire qui, désormais, ne leur appartenait plus. Et pendant que dans les hautes sphères, on préparait la chasse, des milliers d'âmes, sur 100 mondes, écoutaient encore la rumeur du vaisseau qui avait choisi de ne pas tuer. Le temps n'était plus aux ordres aveugles. Une nouvelle question flottait dans l'air, et personne, pas même le plus puissant des seigneurs de guerre, ne pouvait plus la faire taire. Le Coladrias glissait à travers le vide, sa coque tordue et ses moteurs grinçants, comme une relique obstinée refusant de s'éteindre. À l'intérieur, chaque vibration, chaque gémissement des structures fatiguées résonnait dans les os de l'équipage. Les lumières vacillaient parfois, laissant des pans entiers du vaisseau dans une pénombre inquiétante. Malgré tout, ils tenaient bon, portés par une routine fébrile, leur volonté tissée d'épuisement et de défi. Sur le pont, Desai, le visage couvert de suie, s'approcha du poste de pilotage, outils à la main. Le stabilisateur bâbord est sur le point de lâcher, prévint-il, la voix grave. Il nous reste peut-être 2 manœuvres, pas plus. Sirin, assis dans le fauteuil de commandement, adressa un sourire las à Desai, tentant d'alléger la tension. Avec un peu de chance, on n'aura pas à tourner à gauche, plaisanta-t-il, le ton moqueur mais la fatigue visible dans ses yeux. Desai émit un petit rire sec, puis retourna à ses consoles, essayant de souder une conduite énergétique qui fuyait. Mais la brève détente fut interrompue par un signal strident. Un avertissement rouge clignota sur les écrans, couvrant le pont d'une lueur d'urgence. Lee, l'œil rivé à la console radar, serra les dents. « Formation d'attaque en approche », annonça-t-il. « Carélien, au moins 6 chasseurs. Ils ne viennent pas pour le thé. » Dans un geste fluide, Sirin se leva et prit la place du pilote, ses mains se posant avec assurance sur les commandes. Derrière lui, l'équipage se mit en branle, chacun à son poste, la peur refoulée sous la discipline. Les premiers tirs de plasma zébrèrent que le vide, percutant le blindage du Coladrias. Les boucliers tremblèrent, crépitant, sous la force de l'impact. Sirin fit basculer le vaisseau sur le flanc, plongeant entre les carcasses de vaisseaux qui jonchaient le champ de débris. Les chasseurs caréliens les poursuivaient, rapides, précis, leurs salves effleurant la coque. Des étincelles jaillirent. Une conduite explosa près de la soute, mais Sirin tenait bon, manœuvrant le Coladrias comme un vaisseau de course fatigué, utilisant chaque morceau de métal flottant comme couverture. La voix de Desai résonna dans les haut-parleurs, pleine d'inquiétude. « Elle ne pourra pas leur échapper longtemps, capitaine. » Sirin garda les yeux fixés sur la trajectoire, évitant une plaque d'acier qui tournoyait lentement. « Elle n'a pas besoin de leur échapper, » répondit-il. « Elle doit juste leur rappeler ce qu'ils sont en train de faire. » À travers le hublot fissuré, un chasseur s'approcha, si près que Sirin distingua le casque du pilote carélien. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendus dans la tension. Ni l'un ni l'autre ne tira. Dans ce silence, quelque chose passa, une compréhension tacite. Un à un, les chasseurs se détachèrent, et leur moteur s'éloignant dans le noir. Lee, bouche bée, vérifia les écrans. « Ils partent », murmura-t-il. « Ils nous laissent. » Sirin desserra lentement ses doigts crispés sur les commandes, son regard plongé dans l'espace. « Peut-être qu'ils commencent à comprendre », souffla-t-il. Le Coladrias dériva alors dans le champ de débris, cabossé, fumant, mais vivant.
Les alarmes se turnent, ne laissant que le souffle du recyclage d'air et le bourdonnement des systèmes de survie. Un silence étrange, presque solennel, s'installa sur le pont. Plus tard, dans la salle des machines, Desai s'acharnait sur le moteur principal, aidé par le jeune Varric au pelage d'ambre et un soldat carélien blessé. Les deux aliens échangeaient à peine un mot, leurs gestes hésitants mais synchronisés, guidés par le savoir-faire de Desai. Les outils passaient de main en main, parfois une consigne murmurée, parfois un regard qui disait tout. L'épuisement, la lassitude de la haine et cette fine lueur de coopération inattendue. Quand enfin le moteur toussa, puis reprit, Desai essuya son front, croisant le regard du Varric. Ni sourire ni parole, juste la certitude que, pour aujourd'hui, ils avaient choisi d'avancer. Sur le pont, la lumière revenue, Sirène s'approcha de la console des communications externes. Il inspira profondément, puis activa le transmetteur longue portée. Sa voix, grave et calme, traversa le vide. « Si quelqu'un écoute, nous sommes encore là. » Le message partit, porté par les ondes vers les stations minières oubliées, les abris de réfugiés, les avant-postes isolés, tous ceux qui avaient appris à tendre l'oreille dans l'obscurité. Dans le silence qui suivit, l'équipage resta figé un moment, écoutant le vaisseau respirer, écoutant leur propre fatigue. Ils savaient que la menace n'était pas écartée, que le danger pouvait frapper à tout instant. Mais, pour l'instant, ils étaient ensemble et le Coladrias, ce vaisseau cabossé et indocile, portait encore leur voix plus loin que la peur. Au-delà du champ de ruines, dans la profondeur insondable de la nuit, la réponse pouvait venir de n'importe où. Le Coladrias attendait, fragile et téméraire, prêt à entendre. Le message du Coladrias filait dans l'obscurité, traversant sans distinction les réseaux caréliens, Varys, et même les rares relais indépendants encore debout. Sur une station d'écoute isolée, un vieux technicien carélien intercepta la transmission. Il resta un instant, le souffle suspendu, puis appuya sur un commutateur, relançant le signal vers d'autres relais. Partout, le message rebondissait, porté de bouche à oreille, d'antenne à antenne. Sur les écrans du Coladrias, la mosaïque des retours montrait l'effet de cette onde. Des soldats caréliens et Varys, épuisés, collaboraient désormais dans les couloirs du vaisseau, bandant des plaies, partageant le peu de rations. Sirin, droit dans le sas principal, posa la main sur une rambarde, sa voix traversant la tension qui flottait. « Arrêtez, pas ici !» Plus maintenant. Les mots furent captés, rediffusés, repris en boucle sur des dizaines de fréquences. À l'autre bout de la galaxie, dans un poste d'écoute Varric, l'opératrice Létard, captivée par les images et la voix humaine, suivit la piste du Coladrias. Touchée, elle transmit anonymement des coordonnées. Un convoi Varric, peu escorté, transportant des prisonniers. Au centre de communication du Coladrias, Menzies intercepta le message. Les codes étaient subtils, mais elle les déchiffra avec l'intuition née de nuit, sans sommeil. « Capitaine, murmura-t-elle à Sirin, j'ai un signal codé, Varys. Il donne des coordonnées. Escorte minimale, possible transfert de prisonniers. » Cyrine examina les données, son instinct confirmant ce qu'il avait redouté. C'était une invitation. Un second message tomba, plus bref, signé. R-17. Un sympathisant Varys. Je peux vous aider à les libérer. Mais si mon commandant le découvre, je finirai dans le vide, annonçait le message. Sirin répondit d'une voix calme, sans hésiter. Alors, assurons-nous qu'il ne le découvre jamais. Le plan fut vite esquissé. Il se ferait de passer pour une escorte Varric endommagée, utilisant de vieux codes d'accès glanés lors des sauvetages précédents. Desai, affairé à repeindre des symboles sur la coque, grommelait entassé entre ses dents. On pourrait aussi bien écrire « Tirez ici » sur la carlingue, marmonna-t-il. La tension montait à mesure que le Coladrias s'approchait du point de rendez-vous. Les codes transmis tenaient à peine. Chaque erreur de syntaxe menaçait de les trahir. Dans la baie médicale, la docteure Bamber préparait des civières. Lee vérifiait les protocoles médicaux dans le dialecte Varric. Au contact du convoi, tout s'accéléra.
Les sas s'alignèrent. Les verrous magnétiques s'enclenchèrent. Sous le couvert d'une évacuation sanitaire, Bomber et Lee embarquèrent les prisonniers, sous l'œil vigilant de Mensis, qui surveillait les communications. Les soldats svariques, méfiants mais débordés, laissèrent faire. Au milieu du chaos, R-17, un Varys nommé Sarak, le visage marqué par la fatigue, rejoignit le groupe. Il tira Sirène à l'écart. « J'ai besoin d'aide pour mon frère », chuchota-t-il. Il est retenu dans un camp carélien, secteur nord. Un soldat carélien rescapé, allongé sur une civière, tendit une main. « Je connais ce complexe », murmura-t-il. « C'est un vieux site minier, à demi abandonné. » Sirin hocha la tête, le regard déterminé. « Alors on va s'arranger pour qu'il nous regarde 2 fois avant de tirer. » Le Coladrias piqua droit vers le nord. À l'approche du camp, ils se présentèrent en groupe mixte, caréliens blessés, variques et épuisés, masquant leur identité derrière des uniformes sales et des regards fermés. Les gardes hésitèrent, fusils à la main, mais devant la confusion et la présence de leurs blessés, ils finirent par baisser les armes. À l'intérieur, Sarak courut dans les couloirs, accompagné de Lee et Bomber. Ils découvrirent son frère parmi les survivants, trop faibles pour marcher. Avec l'aide de Mensis et du soldat carélien, ils le hissèrent sur une civière, puis filèrent vers la sortie, croisant le regard incrédule des autres prisonniers. Le Coladrias redécolla dans la précipitation, tous les sas verrouillés, les moteurs à la limite. À son bord, la soute débordait de nouveaux réfugiés, caréliens, Varys, quelques humains égarés, tous unis par l'exil, l'épuisement et la peur. Alors que le vaisseau retrouvait le silence du vide, une nouvelle transmission jaillit sur les ondes humaines. La voix était ferme, autoritaire, familière, assyrine. « Ici le commandant Indira, flotte ou aidée. Nous avons vu ce qui se passe, nous sommes en route. » Dans le cockpit, Cyrine laissa échapper un soupir de soulagement, un sourire esquissé sur les lèvres. « Il était temps que quelqu'un remarque, » murmura-t-il. Autour de lui, l'équipage se détendit un peu, le poids du monde allégé d'une fraction. Mais dans leurs regards, on lisait déjà la suite. D'autres appels, d'autres sauvetages, d'autres choix impossibles. Car tant que la galaxie écoutait, le Coladrias n'aurait jamais fini de répondre. L'aube se levait sur Arendor, livide et tourmenté, ses rayons pâles peinant à percer la brume rouge des incendies. Dans le ciel, la flotte carélienne émergea des nuages, ses croiseurs fendant l'atmosphère en silence, menaçant et solennel. À leur tête, le Ravageur, silhouette massive, portait les cicatrices de mois de combat. Sur la passerelle, Lord Talen fixait l'horizon, la voix résonnant dans les haut-parleurs du vaisseau. « Aujourd'hui, c'est le jour où la guerre s'achève, » déclara-t-il. Mais l'assurance avait déserté son timbre. À peine ces mots se perdaient-ils dans le bourdonnement des consoles que de nouveaux signaux apparurent sur les radars. Signatures variques, nettes, puissantes. Dans le vide, les moteurs d'un vaisseau de guerre gigantesque s'embrasèrent. À son bord, le commandant Vorkadash observait ses officiers, la détermination gravée sur chaque trait. « Assez », lança-t-il d'une voix dure. « Il est temps de répondre. » La bataille éclata alors, brutale, sans préavis. Le ciel au-dessus d'Arendor se déchira, inondé de plasma et de rayons d'énergie. Les croiseurs caréliens et les destroyers variques s'entrechoquaient, envoyant des salves meurtrières qui zébraient l'atmosphère. Sur la planète, les civils levaient les yeux, hypnotisés par la danse infernale des vaisseaux. Chaque canal de communication, chaque écran, diffusait la violence du chaos. Au cœur de la tempête, surgissant d'un saut précipité, le Coladrias apparut. Vieux, cabossé, ses moteurs haletants. Il ne transmettait qu'un code médical, simple, sans menace. Mais en un instant, il fut pris au piège, coincé entre les 2 flottes. Missiles et tirs d'artillerie l'encerclèrent, le souffle des explosions projetant le vaisseau à travers les champs de débris. Le Coladrias tournoya, aveuglé, sa coque fendue, ses systèmes criant à la panne.
Sur le Ravager, Talen se redressa brusquement, observant le petit vaisseau sur ses écrans. « Cessez le feu !» ordonna-t-il, la voix tremblante d'un ordre qu'il ne contrôlait plus. Sur le vaisseau de Vorkadash, la même stupeur. L'officier Varik s'approcha de son commandant, pointant l'image du Coladrias dérivant entre les géants. « Stoppez les tirs !» ordonna Vorkadash. « Attendez !» Les armes se turent, les batteries refroidirent. Le Coladrias, impuissant, dérivait lentement, silhouette meurtrie mais intacte, au centre d'un silence soudain. Les réseaux civils captèrent l'image, la diffusant partout. Un vaisseau humain, seul, ballotté entre les titans, porteur de rien d'autre que de la volonté de survivre et de secourir. Au sol, la population d'Arendor restait figée. Dans les ruines, des groupes entiers se rassemblaient autour des écrans, assistant à l'impensable. La voix d'un opérateur de relais brisa le silence. « Ça doit cesser !» Et le message fut repris, amplifié, relayé par 1000 voix à travers tout le système. Assez, plus jamais. Le flot grossit, chaque canal, chaque fréquence, chaque foyer ajoutant sa voix à l'appel. Les soldats, dans les tranchées, baissèrent de leurs armes. Les officiers, sur les ponts de commandement, hésitèrent, écoutant la rumeur grandissante. Dans l'espace, les croiseurs ralentirent, les tourelles s'inclinant. La guerre freinée par la simple présence d'un navire qui refusait de se plier à la folie. Le Coladrias continua de dériver, sa coque marquée par les flammes, traînant une cicatrice lumineuse à travers les étoiles. Pour la première fois depuis des années, le système d'Arendor ne résonnait plus du fracas des armes, mais de la clameur d'un peuple lassé de mourir. Dans ce silence nouveau, chargé d'attente, la paix n'était plus un mot vain. Elle était la seule réponse à la question posée par un vaisseau cabossé et une poignée de survivants. La première lumière sur Arendor avait la pâleur d'un rêve, hésitante, presque irréelle. Au-dessus de la planète, les flottes suspendues gardaient le silence, leurs silhouettes massives, figées dans l'attente. Dans la salle de commandement du Ravager, Lord Talen fixait l'écran principal, les traits tirés, le regard hanté. Juste devant lui, le Coladrias flottait, brisé mais intact, dérivant lentement dans la lumière naissante. Talen se pencha en avant, la voix rauque comme s'il se parlait à lui-même. « Nous combattons des fantômes et tuons des innocents. » Il resta un long moment immobile, puis ouvrit un canal général, la résolution tremblante mais sans retour. À tous les vaisseaux, cessez le feu, coupez les armes, restez en attente. Nul ne discuta. L'ordre se répandit à travers la flotte carélienne, puis sur les canaux Varis. Les tourelles s'éteignirent une à une, les boucliers tombèrent. Dans l'espace, la guerre s'éteignit d'un coup, comme un incendie privé d'air. De l'autre côté du champ de débris, le Haskor, vaisseau amiral Varik, attendait. À son bord, le commandant Vorkadash ne donna aucun ordre, mais fit déployer les lignes d'amarrage vers le Coladrias. Des techniciens Varik franchirent le vide, pénétrant dans la carcasse humaine, trouvant un équipage épuisé, couvert de blessures, mais debout. La scène fut captée par chaque relais, chaque capteur encore actif. Un croiseur Varis tractait un vieux vaisseau humain à travers les épaves, sous l'œil de milliers de témoins. L'image circula aussitôt, portée par tous les réseaux, celle d'un navire de guerre offrant le salut à ceux qu'il aurait dû abattre. Le Coladrias, ballotté mais vivant, se laissa entraîner à travers le champ de ruines. Sur la passerelle, Cyrine observait les lumières svariques se refléter sur les parois, la fatigue et la paix, enfin mêlées sur son visage. Dr Bamber soignait encore. Lee aidait les techniciens à stabiliser les systèmes. Mensis enregistrait chaque son, chaque voix, pour ne rien perdre de ce moment improbable. Un jour passa. La tension se dissipa lentement, remplacée par une stupeur fragile. Les vaisseaux de l'UED arrivèrent enfin, menés par la commandante Indira. Son croiseur fendit les débris, projecteur allumé, puis s'arrêta à portée de transmission. Indira apparut sur les écrans du Ravager, le visage grave, la voix ferme. Continuons le travail du Coladrias. Rebâtissons Arendor, rebâtissons Télon, des deux côtés.
Talen acquiesça, abattu mais sincère. Le Ravager et le Haskor, hier encore ennemis, transmirent les nouveaux ordres. Assistance, reconstruction, protection des survivants. Les flottes n'étaient plus des armées, mais des mains tendues au-dessus des ruines. Le silence de l'espace n'était plus celui de la mort, mais celui d'un espoir incertain. Pourtant, les cicatrices demeuraient partout. Les champs de débris, les villes éventrées, les regards perdus des réfugiés rappelaient ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Mais dans ce paysage dévasté, quelque chose de neuf prenait racine. Une paix malhabile, fragile, née du refus obstiné d'un seul navire de tuer. Quelque part dans le système, loin du tumulte, des enfants, des anciens, des soldats, racontaient l'histoire du Coladrias. Ce n'était plus une rumeur, ni une propagande, mais la vérité. Un vaisseau, son équipage, et leur choix de compter autrement. Et tant que la coque fatiguée du Coladrias reposait sous la lumière d'Arendor, sa légende continuait d'entretenir la flamme d'une paix possible, rappelant à la galaxie qu'il suffit parfois d'un seul choix pour se souvenir de comment s'arrêter de se battre.